Venez découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc, que nous sommes allés à la rencontre de Nicolas Lebrun, vigneron en biodynamie de son état, en son domaine, l'Enclos des Braves, du côté de Rabastens. Bonjour Nicolas Lebrun, aujourd'hui pour la première émission du Goût du Tarn, nous sommes chez toi à l'Enclos des Braves, domaine de vignes et de raisins, en biodynamie. Est-ce que déjà tu peux situer ton domaine et nous dire un petit peu où on se situe? Alors, nous sommes à Vertus. Alors, c'est la commune de Rabastens. On est à 5 km du village. On est sur les premiers coteaux. Donc, c'est une petite route qui longe les coteaux entre Rabastens et Gaillac, en fait. On appelle ça le chemin de Toulouse. C'était l'ancienne route de Toulouse à Albi. Voilà, donc c'est un peu la petite Toscane, ce coin-là. On appelle ça la route de Sors aussi. Il y a beaucoup de domaines. Voilà. Donc, on est là. On est sur une petite surface de vigne. On a 8 hectares de terre et 7 hectares de vignes plantées. Voilà. Bien exposées au sud. Bien balayé par les vents aussi, ce qui est important. Voilà pour la situation. Et donc là, on est au pied du plateau cordé. Alors là, on est sur ce qu'on appelle les premiers coteaux. Le plateau cordé, il est quand même un peu plus loin. Il faut aller vers Gaillac et monter sur Cahuzac. C'est la Vère, une petite rivière qui va délimiter les premiers coteaux en fait du plateau cordé. Voilà. Et alors, en vigne, on parle de terroir. En termes de terre, quelles sont les caractéristiques ici? Alors, les terroirs des premiers coteaux, c'est souvent des molasses, donc des argiles, des sols qui sont assez récents et qui sont issus en fait de l'érosion du plateau cordé. Donc, ce sont des sols argilo-calcaires. Voilà. Donc on a des argiles plus ou moins profondes, donc sur le bas des coteaux c'est plutôt limono-sableux, donc pas très profond, et plus on monte vers le haut, plus c'est profond. Voilà. Et en haut, tout en haut du coteau, on a quelques cailloux calcaires, donc qui est un peu le reste de ce plateau érodé, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, ça fait trois terroirs, mais 80% de mon terroir, c'est quand même des argiles profondes. Voilà. Et en termes de culture, c'est compliqué à cultiver ce genre de terre? Alors, c'est une terre qui a l'avantage d'être assez riche, d'avoir une réserve utile en eau importante. Donc ça, c'est important de nos jours, puisqu'on a des périodes sèches qui sont très longues. Après, pour le travail du sol, puisque nous, en biodynamie, on n'utilise pas de désherbant, donc on travaille les sols pour enlever l'herbe sous le pied, etc. Donc là, ça se complique, parce que c'est des terres qui sont très dures quand elles sont sèches, et qui sont impossibles à travailler quand elles sont humides. Donc les créneaux pour les travailler, c'est 2-3 jours, voilà. Donc il ne faut pas louper les petites fenêtres qu'on a. Oui, c'est un travail de précision, quoi. Voilà. Surtout une année comme ce printemps qu'on a eu, là, où il pleuvait toutes les semaines, c'est pas évident. Donc c'est vrai que cette année, on a beaucoup d'herbes. On arrive à gérer petit à petit, au fil de la saison, à l'usure, on va dire. On arrive à... On se bat pas, parce que l'herbe, c'est pas non plus notre ennemi, mais c'est important de ne pas avoir d'herbe qui monte dans les souches au milieu des raisins. Ça peut amener des maladies et de la pourriture au moment des vendanges. Donc ce petit coin de paradis, ça fait combien de temps que tu y es arrivé? Alors là, moi je suis arrivé en 2005, donc après avoir fait une petite carrière d'œnologue, donc de vinificateur, on va dire, pour d'autres vignerons, sur l'appellation pendant 10 ans. Mais ici à Gaillac? À Gaillac, oui. Donc à Gaillac, je suis arrivé en 94. Et avant, j'avais travaillé un petit peu à Bordeaux, dans l'entre-deux-mers,
dans le Margaux, dans le Médoc. J'avais fait une saison aussi dans les Costières de Nîmes, dans le Gard, en 92, et en 91, donc première vinification, c'était en Côte de Gascogne. Voilà. D'accord. Donc une année gélive, mais il y avait quand même beaucoup de raisins. En Côte de Gascogne, il y a du raisin. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas, puisque finalement tu avais une carrière bien engagée en tant qu'œnologue, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de l'autre côté? Au fil du temps, en fait, je me suis aperçu que l'œnologie avait ses limites, que intervenir au moment des vendanges, souvent on subissait un petit peu la qualité du raisin. Donc petit à petit, même au fil de mon expérience de salarié, je me suis rapproché de la vigne, quoi. Donc notamment les 5 dernières années, j'étais régisseur, donc je m'occupais de la plantation, de la gestion du vignoble avant de vinifier. Donc là déjà, j'avais quand même un peu plus la main sur la qualité du raisin. Parce que la technique œnologique a bien progressé, c'est important d'avoir du froid, du chaud, de l'hygiène, etc. Mais le travail, il se fait dans la vigne, voilà. Il faut avoir des beaux raisins. Ça facilite grandement les choses. C'est un petit peu la base. Voilà. Mais bon, on l'a oublié. Depuis 30 ans, on a un peu oublié tout ça. Et aujourd'hui, il y a quand même une génération qui arrive et qui est consciente de tout ça et qui commence à faire des bonnes choses Donc partout et à Gaillac aussi. Et tu fais partie de cette génération, puisque assez rapidement tu t'es mis en bio? Oui, en fait, donc j'ai découvert un petit peu quand même les contraintes viticoles quand je me suis installé, donc en 2005. Ma volonté, c'était de faire donc des vins de terroir, entre guillemets. Et donc, quand j'ai vu qu'il fallait désherber, qu'il fallait traiter avec des choses pas très saines, déjà j'avais pas trop envie de m'empoisonner. Et j'ai estimé que le terroir, plus il est vivant et plus ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc on a mis 2 ans à capter ça. Au départ, mon installation, il n'y avait pas la bio intégrée dedans. C'est venu 2 ans après. Naturellement, en fait. Voilà. Donc on est passé en bio, et puis au bout de 3 ans, on a rencontré aussi beaucoup de vignerons. On a goûté des vins, les vins qui étaient en biodynamie souvent étaient quand même avaient un caractère très marqué, donc j'étais attiré par la biodynamie. Très difficile à appréhender, puisque il y a une partie ésotérique, il y a quand même des choses très complexes. Et en fait, le hasard a fait que j'ai fait une formation en 2011 où j'ai rencontré Vincent Masson, qui est un formateur, mais qui nous a donné envie de démarrer rapidement, en fait. Parce que voilà, il nous a apporté des outils. En fait, c'est vraiment de l'agriculture. Et voilà, c'est un approfondissement de tout ce qu'on peut faire dans la vigne pour respecter le sol. Et donc pour avoir une vigne qui se porte bien et qui nous donne des beaux raisins. Voilà. Alors c'est beaucoup plus de boulot aussi quand même. Alors la bio déjà c'est plus de boulot, puisque on parlait de l'herbe tout à l'heure, on n'a pas de désherbant et il y a énormément de graines en dormance dans nos sols, donc dès que les conditions sont bonnes, tout ça pousse. Et ça peut concurrencer les jeunes vignes, et ça peut nous gêner aussi au niveau qualitatif. Donc il faut des outils, et donc ça demande un investissement au départ. Et aussi une volonté de dire, s'il y a un peu d'herbe, c'est pas très grave, ça va pas non plus être une catastrophe. Voilà. Donc c'est un état d'esprit différent en fait. Les anciens raisonnent souvent en disant il faut avoir des vignes propres, c'est-à-dire sans herbe. Mais bon, pour moi l'herbe c'est pas ça, là, du coup voilà. Mais il faut être vigilant parce qu'on peut vite être envahi par des herbes ou des plantes qui concurrencent la vigne, quoi. Voilà. Et donc en 2008, je crois que tu t'es mis au bio. On a commencé en 2008, oui. Et biodynamie 2012. Fin 2011. Une saison biodynamique, ça commence toujours à l'automne. Donc on a commencé à l'automne 2011. Et là, on a vu des résultats assez extraordinaires sur les sols. Dans quel sens?
Et bien, en fait, si vous voulez, on utilise la fameuse bouse de corne, hein, qui est une préparation biodynamique qui va dynamiser le sol, qui va le rendre plus vivant. Donc, on a des sols qui brunissent, qui sont plus grumuleux, plus poreux, et avec plus de vie, on voit beaucoup plus de. Ben, j'avais été envahi de fourmis, de grillons. Enfin, c'est assez impressionnant. Voilà. Et ça amène une porosité au sol qui va aider les racines de la vigne à descendre. Et la vigne, elle aime bien descendre, elle aime bien aller chercher ce qui se passe dans la roche-mère, et ça va nous donner des goûts vraiment très différents dans le vin. Voilà. Donc, progressivement, tu as vu ton vin changer. Voilà, on a vu les vins évoluer de façon assez extraordinaire au bout de la 3e année, quoi. Hein. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le passage en bio, c'est quand même un traumatisme aussi pour la vigne, puisque nos outils qui coupent l'herbe coupent les racines superficielles de la vigne. Donc il y a un temps de 3 années où la vigne refait ses racines en profondeur. Donc déjà, c'est un stress pour la plante. Et la biodynamie a aidé la vigne à passer ce cap, en fait. Voilà. Donc les rendements sont remontés. Et la qualité des vins a changé, avec des vins plus ronds, plus frais et plus complexes. Voilà, en gros. Enfin, ce qui est quand même assez extraordinaire. Voilà. Après, ça doit être quand même un petit peu stressant de voir les rendements baisser, de se dire est-ce que le pari va être gagné Ah oui, les années 9, 10, 11, on se pose des questions parce qu'on divise par 2 nos rendements et on a les prix de vente qui sont ce qu'ils sont. Donc il a fallu augmenter les prix, hein, tout simplement. Donc perdre des marchés, puisque il y a souvent quand même ce facteur-là. Et donc retrouver des nouveaux clients qui sont plus axés sur notre type de vin, notre façon de travailler, en fait. Mais il y a une attente qui est importante aujourd'hui et on a mis 2-3 ans à retrouver ces marchés-là et ça s'est bien passé, on va dire. Tant mieux. On va faire une petite pause musique avant de reprendre. Donc nous sommes toujours avec Nicolas Lebrun à l'Enclos des Braves sur Air d'Otan. Nous allons écouter Fun Trio qui reprend une Gnossienne, la numéro 1 d'Eric Satie, pour illustrer notre propos.
Air d'Autan, la vie autour de vous. Nous sommes toujours avec Nicolas Lebrun sur Air d'Autan pour l'émission Le Goût du Tarn. Il nous parlait de son domaine, de sa terre, de son passage au bio et à la biodynamie. Aujourd'hui, quel regard tu jettes justement sur tout ce parcours, toutes ces années de travail? Quelles sont tes fiertés? Mais ma fierté, c'est d'avoir tenu bon, surtout au début, hein, puisque c'était pas gagné, quand on part de zéro. Bon, les vignes étaient là, il y avait 6 hectares de vignes, on en a planté 2 hectares de plus. C'était pas gagné dans la mesure où on crée un domaine, on est la première génération, hein, donc c'est toujours un peu délicat. Donc là, ça fait 15 ans, on a un petit peu agrandi, on a quand même modernisé les bâtiments, etc. On embauche de plus en plus de monde pour nous aider, donc ça c'est bien aussi, hein, on crée de l'emploi. On a 10 à 12 personnes pour les vendanges chaque année, qui sont du coin, souvent des jeunes. On les a dans un rayon de 15-20 km. Il y en a une petite moitié qui revient chaque année, donc il y a une fidélisation, les gens sont contents de revenir, parce qu'on a une vision un peu, pour nous les vendanges, c'est aussi, il y a un côté festif. On n'est pas avec un fouet derrière les gens pour qu'ils coupent du raisin, quoi. C'est un temps de partage. Voilà, c'est un temps de partage, et puis on les fait effeuiller, on les fait trier, donc il faut qu'il y ait une certaine confiance qui s'installe. Hein. C'est pas que couper du raisin, il y a quand même une réflexion et une envie d'amener des beaux raisins au cuvier, quoi, pour faire du bon. Voilà. Et aujourd'hui, pour faire tes vins, là, quelle est ta philosophie? Qu'est-ce qui guide un petit peu ton action? Alors la philosophie, c'est de tout miser donc sur la qualité du raisin pour ne pas intervenir ou intervenir le moins possible dans le chai. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'étais œnologue, j'avais beaucoup d'outils, donc tout ce qui est levure exogène, enzymes, collage, filtration, etc. Et aujourd'hui, ça c'est des outils qu'on a complètement abandonnés. On utilise un peu de sulfite pour sécuriser quand même les choses. Mais ça fait des vins très vivants. On se force à ne pas toucher au vin en fait. Voilà. Donc on ne fait que les goûter. Il y a beaucoup de travail bien sûr pendant 2 mois. Mais une fois que les vins sont en élevage, ils sont sur lit, on les déguste, on les surveille, mais on ne soutire pas tous les 2 mois, etc. Voilà. On va travailler les vins juste avant la mise en bouteille pour voir les vins qui sont le plus proches du jus de raisin qui a donné ce vin en fait. Voilà. Et par rapport au conventionnel, ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, les différences par rapport au taux de sulfite, c'est assez flagrant. Oui, alors il y a des normes à ne pas dépasser. Donc en conventionnel, on va dire qu'on est, pour donner des chiffres, à 160 mg par litre. En bio, on va être limité à 100 mg. Et en biodynamie, donc le cahier des charges Déméter ou Biodivin, on est entre 70 et 90, je crois, sur les blancs. Voilà. Et nous, on s'est donné une marge de manœuvre, on tourne entre 30 et 50. Voilà. 30 sur les rouges et 50 sur les blancs. Le but, c'est pas d'être... c'est pas par philosophie, c'est plus pour le goût du vin. Moi, j'estime qu'en dessous de 50 mg par litre de SO2, on n'a pas d'intervention de ces sulfites sur le goût du vin. Un vin qui est sulfité à 100, 150, il est durci, il est amaigri. Voilà, on n'est plus du tout dans le même monde. Un vin qui n'est pas trop sulfité, on a beaucoup plus de sucrosité, de rondeur. C'est vraiment autre chose, quoi. Oui, à la dégustation. Et justement, le but ultime, quand même, c'est, comme on dit, c'est de remplir des gosiers, hein, c'est de faire plaisir au goût des gens. Donc, il y a une cuisine, finalement, des assemblages de cépages, et ça, c'est quand même... est-ce que ça se dévoile?
Alors oui, alors ce qui m'a attiré aussi à Gaillac, c'est cette diversité de cépages que nous avons, hein. On a plein de cépages autochtones. On peut les citer. En rouge, on en a 3. On a le Duras, le Brocol et le Prunelard. Donc nous, sur le domaine, on n'a que ces 3 cépages en rouge. Ils ont tous leur personnalité. Donc le Brocol, c'est assez puissant, c'est assez fougueux. Le Prunelard, lui, c'est très aromatique, ça sent la prunelle, la prune à l'eau de vie. Et le Duras, lui, il est un peu atypique, il est très épicé, très poivré et beaucoup d'acidité. Voilà. Très intéressant comme cépage. Et on ne le trouve vraiment qu'à Gaillac, donc ça c'est quand même un atout. Le Prunelard aussi, bien sûr, mais il y en a très peu. Voilà. Il faut rendre un petit peu hommage à la famille Plageol, qui a mis en avant toutes ces vieilleries. Et qui nous a permis à nous, les nouveaux, les néos, de pouvoir les planter et les faire déguster. Voilà. Oui, puis aujourd'hui, tout le monde suit ces cépages-là, on les trouve un peu partout. Oui. Alors le Duras, c'est difficile de trouver des cuvées de Duras parce que ce côté épicé fait peur un petit peu aux vignerons, mais ça commence à venir. Alors que en France, on a des cépages aussi très épicés, comme la Syrah. Voilà, on a plein de cépages épicés, mais là c'est vraiment poivré, hein. C'est le poivre du moulin. Mais voilà, on va jouer sur les maturités, sur les durées de macération, sur l'élevage. Et pour moi, c'est un peu le pinot noir gaillacois, hein, c'est-à-dire que ces côtés épicés un peu sauvages vont évoluer au fil du temps. Et au bout de 5 ans, 6 ans de bouteille, on va aller sur la griotte, sur la cerise. Et c'est des vins qui sont très très fins. Voilà. Et tu en fais des monocépages justement, uniquement une bouteille sur du Duras, ou tu fais des assemblages? Notre gamme a évolué au fil du temps. La première année, j'avais fait des cépages, des monocépages, on appelle ça, hein, des cuvées pur Brocol, pur Duras et tout ça. Et bon, je me suis aperçu que c'était un peu compliqué. Donc petit à petit, on a fait des assemblages pour arrondir un peu les angles. Et là, on est en train d'évoluer sur une nouvelle gamme où on va revenir aux sources. Donc on va faire un Duras pur et un Brocol pur. Voilà. Ah, d'accord. On a la chance d'avoir 2 vieilles parcelles qui ont plus de 40 ans maintenant, qui sont plantées avant les fameux clones et qui donnent des vins très, très complexes, très intéressants. Et donc ça, on va vraiment les mettre en avant. Voilà. Et en blanc, tu as Blanc, ouais. le cépage roi du Gaillac. Alors le cépage roi du Gaillac, il y en a 2, hein, c'est le Mauzac et le Loin de l'Œil. Alors on a eu du Loin de l'Œil qu'on a été obligé d'arracher pour des raisons compliquées à expliquer, mais on va en replanter. On a planté du Mauzac, mais un certain Mauzac, le Mauzac rose, qui est un métis du Mauzac blanc, qu'on trouve dans les vieilles vignes, mais voilà, un peu éparpillé, qui a la peau rose, hein, à maturité, mais rose. Mais T'es allé le chercher où alors le jus est blanc. Alors celui-là, on est allé le chercher chez le pépiniériste parce qu'on arrive à en trouver. Alors il n'y a pas de clone, mais les pépiniéristes savent le multiplier. Si vous voulez, je l'ai découvert en fait, ce Mauzac rose, en goûtant un vin de base que fait Laurent Cazotte, qui est distillateur dans la région, qui fait la goutte de Mauzac rose, donc c'est une eau de vie de Mauzac rose. Et j'ai eu la chance de goûter en 2012, je crois, le vin avant qu'il le distille. Et donc là, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Ça fait des vins qui sont très aromatiques, très fruités, et avec une belle amertume, une belle fraîcheur, un peu plus que les Mauzac blancs pour moi. Voilà. Donc on a choisi de le planter comme ça. Et tu en as fait quoi de ce Mauzac rose alors? Alors la première année, on l'a mis dans nos bulles, puisqu'on fait un pétillant naturel multicépage. Et depuis 2018, on fait une cuvée avec, mais il est assemblé, puisqu'on n'en a pas beaucoup, on l'assemble avec du Sauvignon, pour le moment. Donc ça fait un vin qui a beaucoup de minéralité, une belle amertume en fin de bouche. Alors l'amertume, ça peut être un défaut pour certains œnologues, mais en fait ça amène une très belle sapidité, une belle longueur au vin. Voilà, c'est un goût qu'il faut remettre un peu au goût du jour. Oui, celui-là je l'ai goûté et j'en garde un souvenir ému. Voilà.
Donc c'est un vin qui est très intéressant. Et là, on vient de mettre en bouteille le 2019, qui est le même assemblage. Et ça va le faire. Voilà. Ton petit préféré? Alors mon petit préféré dans la gamme, puisqu'on on fait quand même 2 blancs secs, 4 rouges, une bulle et un vin de voile. Et des liquoreux, mais ça on a arrêté en 2015, puisque c'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Mon petit préféré, on parlait du Duras, donc c'est les Gourmands Rouges, où il y a 70% de Duras chaque année. Voilà, qui a vraiment beaucoup de volume, une belle finale fraîche, et donc ce petit côté épicé qui évolue sur la cerise. Voilà, c'est un vin qu'on peut accorder avec beaucoup de choses. Oui, alors tu as peut-être une recette ou un produit? Avec beaucoup de plats épicés ou des plats en sauce. Je sais pas, moi, on va parler de peut-être un tagine avec des beaux légumes. Ouais. Mais voilà, ça peut vraiment accorder de l'apéritif en fait jusqu'au fromage. Hein. C'est assez polyvalent comme vin. Il est passe-partout. Voilà, il est passe-partout. Mais il est très original et il perturbe énormément les gens qui viennent à déguster au domaine ou sur des salons. Parce que c'est vrai que souvent on s'attend à des fruits rouges, des fruits noirs, et là tout d'un coup il y a de la cannelle, il y a du poivre, en fait c'est très original. Voilà. Et alors, tu parlais de tagine et de beaux légumes, où est-ce que je peux trouver ça? Est-ce que tu as une adresse à me confier? Toi qu'à moins d'1 kilomètre de chez moi, on aperçoit même les serres d'ici. On a 2 jeunes maraîchers qui se sont installés il y a 4-5 ans. Ça s'appelle le potager Saint-Martin. Donc c'est Johan et Guillaume qui travaillent en bio et qui sont aussi sous la mention Nature et Progrès. Donc ils nous font des beaux légumes sur le marché de Rabastens le samedi matin. Et depuis peu, le mercredi, ils ont organisé, d'ailleurs il faut leur tirer le chapeau, c'est eux qui ont organisé, on fait un petit salon qui s'appelle Noctambio, sur l'été. Un marché. Non, qui va durer toute l'année. Oui. Ah, fantastique. Il a démarré, on a fait le premier hier soir, donc c'est Noctambio, on est une dizaine de producteurs, donc il y a un boulanger, il y a les maraîchers dont on a parlé, il y a une productrice de melons, il y a donc un vigneron, il y a le cochon noir du GAEC, le Pitchoun, donc qui font de très bons jambons. Enfin voilà, donc la première hier soir s'est très bien passée. Donc, parfait. Alors je peux aller les voir de ta part. Voilà, exactement. Bon. Tu seras très bien accueilli. Mais j'irai, je pense que ça sera ma prochaine étape. Mais je tenais à te remercier de m'avoir accueilli en ton domaine. Et puis nous étions donc avec Nicolas Lebrun sur Air de Temps pour notre première émission du Goût du Tarn. Et je vous dis à une prochaine fois.